Présenter ce dernier journal sur Kenkiliba. Je vous le disais dans les titres, seuls 57% de la population consomme du sel correctement iodé au Sénégal. Un chiffre qui inquiète plutôt, puisque la carence en iode peut avoir des conséquences dramatiques sur les femmes et les jeunes. Et donc une délégation de parlementaires s'est rendue à Kaolack, plus précisément à Palado. C'est pour constater sur place les conditions de production de sel iodé. Voyons cela avec Claire Diop. Amener 90% des ménages sénégalais à consommer du sel adéquatement iodé afin d'éliminer de manière durable les troubles dus à la carence en iode. Voilà le défi que s'est lancé le Sénégal. La stratégie de base adoptée est l'iodation universelle du sel destiné à la consommation. La cartographie des zones de production est faite. 6 régions sont concernées, dont Kaolack, à quelques kilomètres de la commune de village de Palado, dans la communauté rurale de Mbadakhoune. Ici, les producteurs se sont organisés en GIE. La cellule de lutte contre la malnutrition les accompagne pour l'iodation du sel produit au niveau local, afin de faciliter l'accès des populations à du sel iodé de qualité. Par rapport à son extraction et à son iodation avant de le mettre au niveau du marché. Et c'est dans ce cadre donc que la CLM, accompagnée par ses partenaires, viennent en appui pour encadrer les populations, les appuyer en équipement pour déjà transformer, extraire le sel, l'ioder adéquatement, et aussi les organiser par rapport à toute la chaîne de production et de distribution de ce sel au niveau de la population générale. 30 parlementaires ont fait le déplacement pour voir le travail qui se fait sur place. Les populations, quand elles ne sont pas en bonne santé, elles ne peuvent pas produire, elles ne peuvent pas avoir un bien-être. Donc c'est un élément essentiel et nous ferons tout notre possible en tant que mandant des populations, de pouvoir relayer d'abord cette information, de montrer l'importance également de l'iodation universelle du sel. Vous savez qu'en passant par ce vecteur, par ce moyen, pour pouvoir couvrir l'étendue du Sénégal. Devant la délégation, les producteurs ont souligné les conditions de travail difficiles, l'équipement rudimentaire, le manque de moyens, aussi la cherté de l'iodate de potassium de 3 000 francs. Le prix a grimpé à 30 000 francs le kilogramme. L'engagement de faire un plaidoyer en leur faveur est fait. La CLM, à travers ce projet d'iodation du sel, encadre 44 GIE et opérateurs privés. D'année à Joal, le Fadiout l'a fêté l'occasion de revisiter certaines facettes de la culture sérère. Il y a le Ngaël, une cérémonie de danse et des compétitions de natation. Sur place, vous allez le voir, des jeunes se préparent pour une Saint-Sylvestre digne de ce nom, nous dit Naïda Dia. À l'image de ces enfants, la plupart des habitants du village de Joal Fadiout ont le cœur à la fête. Ici, la Saint-Sylvestre se prépare activement. Comme toujours, il y a la soirée dansante, il y a le folklore, il y a tout, même des concerts de la chorale. Pratiquement, on fait tout. En général aussi, on fait des compétitions de nage, de lutte, des petites choses comme ça, parce que ça fait partie de la tradition aussi. Petit tour au marché. Ces femmes sont à la recherche des dernières tendances pour se faire belle à l'occasion de la fin d'année. Au marché de Joal, on retrouve, selon elles, tout ce qu'il y a à Dakar. On se prépare, la tête d'abord comme je l'ai faite. On achète des habits, comme tout à l'heure j'étais devant le marchand en train d'acheter des habits, des robes pour préparer les 31. En plus, le programme s'annonce alléchant le jour de la fête. 18h, 19h, on prépare le ngel là ici. Ngel, maintenant porter des habits traditionnels, appelez les tam-tam da. Serré. Après, on danse. On chante. Et le soir? Le soir, bon. C'est la classe. Les boîtes de nuit se préparent aussi à recevoir de grands noms de la musique. Non loin de là, le centre de santé de Joal. Ici, pour la 2e année consécutive, les sages-femmes organisent le bébé de l'année. On va primer la première femme
qui aura accouché ici. Mais même les autres femmes qui vont accoucher ici, on a prévu quelque chose pour elles. Côté business, les gérants croisent les doigts pour que la fête de fin d'année soit aussi bonne que celle de Noël. Joal Fadiout, commune à majorité chrétienne, cité en exemple quand on évoque le dialogue islamo-chrétien. Et puis, c'est la même ambiance à Ziguinchor où la fête de fin d'année est préparée diversement entre passer la fête en famille, aller en boîte ou encore être en compagnie de ses amis. Les habitants sont partagés. Voyons avec Bachirba comment les Ziguinchorois comptent passer les dernières heures de 2013 et les toutes premières de 2014. Ziguinchor, carrefour culturel et ethnique. La ville vit déjà au rythme des fêtes de fin d'année. Pour ce 31 décembre, les programmes varient. Certains seront en famille. Pour ces fêtes de fin d'année, je préfère rester à la maison avec papa et maman. On sera à la maison à faire la fête en famille. Je vais faire la fête chez mes grands-parents. D'autres seront sur plusieurs fronts. Je suis invitée à dîner, mais d'abord je le passe en famille avec ma grand-mère. Je serai quelque part au niveau des 3 ronds-points de Ziguinchor pour fêter, comme tout le monde. Ce sera une soirée extraordinaire également, comme les 2 dernières années. Pour certains Ziguinchorois, il n'est pas question de fermer l'œil de la nuit. Je vais les passer comme tous les Ziguinchorois au port de Ziguinchor parce que là il est prévu un concert avec des artistes de la région. Quelque temps après ce concert, il me faut aller en boîte parce que c'est aussi ça Ziguinchor by night. On sera obligé justement de fêter aussi ce 31 décembre avec les amis. Et moi j'ai des amis qui doivent venir de la Guinée-Bissau. Avec eux, nous allons fêter justement ce 31 décembre jusqu'à l'aube. Des activités du showbiz, aller présenter des spectacles pour des barons, pour ne pas dire les gérants de boîtes de nuit ou également patrons de restaurants. Pour faire la fête, il faut avoir de l'argent et certains attendent encore devant les banques. Pour le moment, je ne peux rien dire parce que nous attendons encore, il n'y a pas d'argent. Donc peut-être que d'ici l'après-midi ou demain, donc quand on aura reçu l'argent, là on pourra maintenant faire le bilan de ce que nous allons faire. Il y en a aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir faire la fête. Les fêtes de fin d'année, je les passe ici même dans la pharmacie parce que je suis de permanence pour toute la semaine. Le 31 décembre, c'est dans quelques heures et les Ziguinchorois s'affairent sur les derniers préparatifs. Tout doit être fin prêt pour bien entamer 2014. La Saint-Sylvestre rime aussi avec les pétards, c'est devenu une tradition. Partout dans le monde, on les utilise pour marquer le nouvel an. À Dakar, les enfants préfèrent jouer entre eux dans les quartiers. Les pétards se vendent bien, mais ils peuvent parfois causer d'énormes dégâts, nous dit Aïda Mamoud Diop. Comme chaque année, à pareille période, les pétards ont commencé à se faire entendre bruyamment à Dakar. Sur les places publiques comme dans les quartiers, l'ambiance est la même. Ici, à la Médina, ces enfants sont tout heureux d'allumer leurs pétards. Depuis l'arrêt des cours, seuls les pétards occupent leur esprit. On achète toutes sortes de pétards. Rien ne sera facile avec ces fêtes. On s'amuse grave. On achète des pétards de 150 francs, de même que des fusils bombes à 150 francs. On est au mois de décembre et c'est le mois des pétards. On en achète des paquets. Le pétard à mèche est un explosif qui est avant tout utilisé pour le bruit qu'il produit, ce qui amuse les enfants mais dérange l'entourage. Les enfants ne font que ce qu'ils veulent. Le bruit nous dérange, mais on n'y peut rien. Des fois, ça te brûle ou t'effraie. C'est un danger public. Vous voyez les maisons qui sont à côté, c'est des maisons à braque. Et puis il y a les fils aériens d'électricité qui sont là. Donc le fait de le faire, c'est un danger. Les pétards constituent une charge de poudre composée d'éléments chimiques dont le soufre. Quelle que soit la taille, ces explosifs sont souvent puissants et les accidents de plus en plus graves. Il y a des dégâts qui peuvent être liés qui peuvent se faire au niveau des mains, parce que c'est la main qui l'utilise. Des brûlures peuvent être possibles. Des lésions auditives. Des lésions auditives, parfois, qui peuvent être irréversibles. Aussi, ce qu'on appelle les
les légions mineures qui sont des acouphènes. Même si les pétards constituent un jeu pour les enfants, beaucoup d'adultes ont conscience des dangers qu'ils font courir. Les marchands de pétards, eux, ne se posent pas de questions et se frottent les mains. Chaque année, je quitte la Gambie pour venir vendre ces pétards. C'est très rentable. On peut avoir entre 15 000, 20 000 ou même 40 000. Les enfants viennent un à un pour acheter. On a des pétards qui coûtent entre 10 francs jusqu'à 12 000 francs. Cela dépend. Un pétard, comme tout autre explosif, n'est pas un jouet. Même s'il est utilisé pour s'amuser, l'usage non conforme amène beaucoup d'imprudents aux urgences. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Saint-Sylvestre. L'actualité à l'étranger à présent, avec d'abord la RD Congo hier. Des attaques à Kinshasa, Lumumbashi et Kindu ont fait au moins 70 morts. Et selon les autorités congolaises, l'homme qui se cache derrière ces attaques n'est personne d'autre que le Katangé, autoproclamé prophète Gideon Mukungubila. Ce dernier est en lutte contre le président Kabila. Il accuse d'avoir nommé des officiers rwandais dans les rangs de l'armée et la police. Une prise d'otage en direct à la télévision nationale. Les studios de la RTNC à Kinshasa sont pris d'assaut par des hommes armés. Très vite, les forces de l'ordre congolaises encerclent les locaux, mais au même moment, l'aéroport de la capitale ainsi que l'état-major de l'armée sont pris pour cible par des tirs nourris. Quelques heures plus tard, les soldats ont sécurisé le bâtiment. Le gouvernement congolais assure qu'il contrôle la situation. Victoire, toujours victoire. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. Plus de 70 assaillants abattus, dont une cinquantaine à Kinshasa, c'est le décompte des autorités. Mais la situation a été très confuse. Beaucoup ont cru à un coup d'État. Il y a la population qui a vraiment paniqué et pratiquement tout le monde est resté chez lui à la maison. Vous savez, dans la panique, comme il y a eu des tirs un peu partout, et ce qui a fait que les autres militaires ont profité de la situation pour piller justement les habitants aux alentours de l'état-major des armées. D'après les journalistes pris en otage, une partie de leurs agresseurs s'est clairement réclamée d'un homme, le pasteur Joseph Mukungubila Mutombo, candidat à la présidentielle de 2006 remportée par l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. L'actualité internationale est aussi marquée par un nouvel attentat en Russie où 14 personnes ont été tuées dans une explosion qui s'est produite dans la ville de Volgograd. C'est le 2e attentat suicide perpétré en 24 heures dans la même ville. À l'heure de pointe, ce bus était bondé. Quelques heures après l'explosion, le secteur est désormais bouclé. Les enquêteurs tentent de prélever des indices qui leur permettraient de remonter jusqu'à ceux qui ont lancé l'attaque. Selon la police, un suspect serait monté à bord avec la bombe, une charge explosive de 4 kg. Nous pouvons dire désormais qu'un terroriste kamikaze a activé la bombe. Nous avons prélevé les restes de son corps pour pouvoir les analyser et l'identifier. Selon les enquêteurs, l'attentat dans le bus a pu être planifié par les mêmes personnes que l'explosion dans la gare de Volgograd la veille. La charge explosive était bourrée de bouts tranchants, les mêmes que ceux qui se trouvaient dans la bombe de la veille. Ceci confirme que les 2 attaques sont de même nature. À Volgograd, comme à travers tout le pays, le niveau d'alerte est encore renforcé. Les habitants de la ville doivent désormais sortir munis de leurs papiers d'identité. Ce regain de violence, à moins de 6 semaines des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi, ravive les craintes sur la sécurité dans cette région instable du Caucase russe. La rébellion islamiste y est active et cherche à établir un État dans le Nord-Caucase. En juillet dernier, son chef, Dokou Oumarov, avait appelé à des attaques. Objectif, empêcher par tous les moyens la tenue des JO. C'était tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était le dernier journal de 2013 sur Kenkiliba. Le dernier journal que j'ai eu grand plaisir à vous présenter en compagnie de René Léon Fonseca, que vous retrouverez l'année prochaine. On y est presque, c'est dans quelques heures.